Mustapha El Atrassi doit nous rejoindre pour son tour de table. Voici Mustapha El Atrassi. Doc Gynéco. Alors moi, ça me fait vraiment bizarre de me retrouver face à vous. Surtout aujourd'hui, parce que moi, je connaissais l'ancien Doc Gynéco. C'est vrai, le rappeur noir du ghetto qui voulait tuer un flic à tout moment, tout ça. Non, moi, je suis très content. Moi, ce qui me fait le plus peur à l'UMP, je suis pas là pour le juger, chacun ses idées politiques. Ça me pose aucun problème, vraiment. Excuse-moi, tu m'écoutes ? Parce que vous êtes bon en général au niveau écoute à l'UMP, je sais pas ce qui se passe d'un coup là. Ça a l'air d'un sacré clown là, je peux te le dire. Ah bah ouais, t'as vu, surtout avec mon bonnet chelou. Il te manque que le nez rouge. C'est son métier en même temps. En même temps, je suis payé tu pour vois, ça. t'en es un professionnel. Continue. Mais quand tu nous fais rire, c'est pas volontaire, c'est ça le problème. Vas-y, monsieur le clown. Allez, vas-y, fais le clown, on y va. On termine ? Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai juste eu un problème, pas avec le fait que vous soyez droite, mais avec le fait que vous traitiez des banlieusards de clowns. Parce qu'il faut pas oublier... Un banlieusard de clown, c'est pas toi en réalité. Pourquoi ? Ouais, parce que tu t'attaques pas des vieilles dames et tu brûles pas des filles dans des bus. T'es un gentil clown. Non, mais t'as fait une généralité en disant que la plupart de ces mecs étaient des clowns. T'es un clown triste. Oui, quand je suis face à toi, je suis triste. Clown, c'est comme ça qu'on s'appelle. On dit, ouais, quand un gars fait une connerie, on lui dit arrête de faire le clown. En tout cas, je trouve très étrange votre manière d'être à gauche. Ah bon ? Très Pourquoi ? bizarre. Comme ça. Ah, c'est bien, plein d'arguments derrière en plus. Est-ce que t'es un mec de banlieue? Mais toi, t'as parlé de la banlieue, t'es dans le 18e. Ça se voit, ça se sent que t'es pas de la banlieue. T'as l'air d'être super énervé, Espèce moi ça de va. Clown, va. Qu'est-ce que c'est que ce ton Mais bien sûr que si. ridicule? Et moi je suis pas toi, d'accord. tu Bah, joues, laisse-moi tu juste me prends finir. vraiment pour un Mais t'es imbécile. tellement sûr de toi que tu Comment coupes la peux parole aux gens. parler- Laisse-moi comment juste tu peux finir. parler Laisse-moi comme finir ça et tu me dis ce que Tu t'as à dire coupes la derrière. parole, on n'est pas à la télé, là, on est en train de se Ah parler. bah non, on Sois est chez nous sérieux. là. De la con. Salut à tous, c'est la grande surprise de l'année, D&Co cartonne sur M6. Pourquoi les Français se passionnent-ils autant pour leur intérieur? Valérie Damido est dans Plus Clair. Atelier déco, mais aussi séance de remise en forme avec le patron des sports de France Télévisions. Le service public a-t-il les moyens de faire face à la concurrence? Quels sont les sports sur lesquels le groupe ne peut faire l'impasse? Le Tour de France reste-t-il l'épreuve reine? Daniel Bilalian est notre invité. Dans Plus Clair également, la nouvelle manière de recevoir Jean-Marie Le Pen à la télévision, la suspension de Alain Duhamel de France 2 et de RTL, l'épopée de 4 jeunes musulmans aux États-Unis version télé-réalité, la rencontre entre les producteurs de la série Heroes avec des scénaristes français. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussard et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, une rumeur sur le retour, celle d'un éventuel départ de Patrick Lelay, le PDG de TF1. D'après le Nouvel Obs, le boss de la chaîne pourrait quitter ses fonctions juste après l'élection présidentielle. Martin Bouygues se serait même déjà lancé à la recherche de son successeur. Ce serait une bien triste nouvelle en tout cas pour les animateurs de TF1 car Patrick Lelay les a toujours chouchoutés, les félicitant sans cesse pour leurs audiences. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Oui, Patrick Lelay a toujours su manier ses troupes avec une grande douceur. Si à la fin de Bustac, vous n'avez pas les goûts du son dans votre bouche, c'est parce que vous n'êtes pas donné à fond là. Numéro 4, un beau destin pour Lisa Lamoche sur TF1. Ça marche si bien à 16h30 que la chaîne a décidé de diffuser la version allemande d'Ugly Betty dès le 5 mars à un meilleur horaire, 17h25. C'est complètement fou. Changement aussi en vue pour les après-midi de France 2 avec La fin du monde presque parfait d'Olivier Mine. Il y a quelques semaines, la direction avait tiré la sonnette d'alarme. Et bien maintenant, on sait que l'émission s'arrêtera le 2 mars. À sa place, une rediffusion d'urgence, des médecins à qui l'on enverra bien un nouveau patient qui souffre de gros problèmes de tension. Alors, il est l'heure de commencer. Doc Gynéco, présentateur à partir du 23 mars sur W9 de Flavor of Love, une émission de télé-réalité américaine très classe. Tout le monde veut me voir danser. Ça te dit, Flav? Le concept, une sorte de bachelor avec le chanteur de Public Enemy, puriste du rap, dont on aimerait bien d'ailleurs qu'il nous donne son avis sur les chansons de Doc Gynéco. Je sens qu'on va bien s'amuser. Numéro 3, un record historique d'audience pour Plus belle la vie lundi soir. Je peux pas le croire. 6 300 000 téléspectateurs pour la série. Apparemment, le public s'est littéralement rué sur France 3. Pourquoi il aurait fait ça? Car le cocktail était détonnant, des scènes flippantes à mort. Débrouillez-vous pour qu'on le retrouve mort. Et de réels enjeux. Qu'est-ce que je vais faire de mon gâteau? C'est pas assez mélo ça, on l'a refait. Qu'est-ce que je vais faire de mon gâteau?
Numéro 2, une nouvelle tête de gondole pour le supermarché sur Discovery Real Time. Sophie Davant partie pour cause de clause d'exclusivité avec France Télé. Dès le 6 mars, place à une nouvelle animatrice, Mylène Farmer Courtadon. C'est vrai que ces derniers temps, l'absence d'émissions régulières l'avait quelque peu affectée. Mais cette fois-ci, c'est reparti pour un tour de caddie avec cette émission dont le principe est d'interviewer un people dans un grand magasin. Un supermarché, un invité, 5 articles. Et notamment des produits discount. Anne Romanoff, elle est là, à côté de moi. Des people à qui Fred n'hésitera pas à poser les questions qui fâchent. Qu'est-ce que vous aimez là? Plutôt l'aïoli, la béarnaise, la tartare, la rouille, la bourguignonne, c'est qu'il y en a des sauces en plus. Et comptez sur elle aussi pour balancer des vérités qui dérangent. Eh oui, parce que le ketchup, c'est pas de la mayonnaise. Numéro 1, l'événement pour France 2. Une nouvelle météo depuis lundi. De nouvelles cartes, parfois très lumineuses, et de la 3D. Oh, c'est beau, hein. Un système très moderne qui permet d'enchaîner les cartes à une vitesse folle. La preuve mardi dans Télématin. Bordeaux, Toulouse, Marseille. Les températures, s'il vous plaît. Hein? On est en rodage. Hein. La météo de mardi avait comme un goût de révolution technologique. 2 heures plus tard. 13 à Marseille, 17. T'as pas ça, Olivier? Tu dois voir ça quelque part, non? Olivier, il est parti? Oui, mardi dans Télématin, ils étaient au taquet. Et pas que pendant la météo d'ailleurs. Vous l'avez récupéré, cette cassette? Vous l'avez là? C'est bien celle-là? Ah, vous l'avez pas? Alain Duhamel, privé d'antenne sur France 2 et d'édito sur RTL, le temps de la campagne, Christelle Rebière. C'est sa 8e campagne présidentielle et elle se fera sans lui ou presque. L'éditorialiste Alain Duhamel est suspendu sur France 2 jusqu'à l'élection et n'exercera plus d'activité éditoriale sur RTL durant la même période. Sa faute, avoir affirmé sa préférence pour François Bayrou lors d'une rencontre avec les étudiants de Sciences Po. En ce qui concerne l'Europe, je le dis d'autant plus que c'est quelqu'un que j'aime bien et que je voterai pour lui, pour dire les choses, donc j'ai pas d'hostilité de principe. Hier matin, il s'en est expliqué sur RTL. J'aurais pas dû dire ça devant des étudiants. Bon, j'aurais pas dû dire, d'autant plus que dans ma tête, c'était à propos de l'Europe. Bon, j'aurais pas dû le dire. Je l'ai dit, je le paie, c'est disproportionné. Cette petite affaire, Alain Duhamel, traduit le malaise qui, depuis presque le début de cette campagne, occupe les esprits en ce qui concerne le fonctionnement des médias. Un malaise renforcé par la toile. Il y a 10 jours, les jeunes UDF mettent la vidéo en ligne, heureux de compter un soutien de plus pour François Bayrou. La vidéo a été tournée par les caméras permanentes de Sciences Po, donc ils sont dans la salle et assez visibles pour qu'on sache a priori qu'on est filmé. Mais c'est peut-être le seul petit point polémique et qui pose problème dans cette vidéo, c'est qu'Alain Duhamel, a priori, s'il le dit, moi je veux bien le croire, ne savait pas qu'il était filmé. En même temps, peut-on dire, quand on est dans un amphi de 2000 élèves de Sciences Po, qu'on est dans un espace privé, là, il y a un problème d'appréciation. Jeudi, le polémiste Guy Birenbaum, à l'affût du mélange des genres, la montre sur son site et c'est l'embrasement, 68 000 visionnages en 24 heures. Il allait se passer quelque chose, ouvrir un débat sur une sorte d'outing général qui m'intéresse, que les gens disent d'où ils parlent. Ça m'intéresse. Mais si c'est pour couper des têtes, c'est sans moi. Ça m'intéresse pas du tout. Pourtant, la tête d'Alain Duhamel tombe dans l'après-midi à France 2. Il faut dire que ce jour-là, le journaliste devait y interroger un certain François Bayrou. Nous, on travaille pour tout le monde, quand même. Une télé, une radio, vous, nous, on n'a pas à prendre position. RTL annonce avoir décidé avec Alain Duhamel de le mettre en vacances de son édito, mais de le garder à l'antenne comme polémiste ou animateur de débat. Faire des éditoriaux sarkozystes comme on l'entend sans arrêt tous les matins, lui ou d'autres d'ailleurs, ça on a le droit. On a tout le droit. Mais dire en privé, en tant que citoyen, qu'on va peut-être voter Sarkozy, ça, on est licencié. Vous trouvez ça normal? Attends, c'est incroyable comme hypocrisie. France Télévisions, je sais pas, je prends la campagne du référendum de mai 2005, où les éditorialistes étaient debout sur la table pour expliquer qu'il fallait voter oui. Ça n'a choqué personne. Quand on est dans un journal d'opinion, on donne son opinion et c'est légitime. Ce que fait Jean-François Kahn quand il soutient François Bayrou, il ne s'en est jamais caché. Je pense que quand on est dans une chaîne de télévision de service public, on n'a pas à donner son point de vue. 37 ans qu'il sévit sur le service public, Alain Duhamel, et il en a connu des critiques. De Jean Edernalier. Les frères Duhamel, le régime en attend même un 3e pour la Noël. Des petits Jésus de la lèche éhontée. À Georges Marchais. Vous avez un travail assuré, vous êtes même les cumulards, un peu cumulards, parce que radio, télévision, dans la presse écrite, vous avez un bon revenu. Il y a un problème Duhamel.
c'est que Duhamel, il est éditorialiste à RTL, à Libération, Au Point, à Midi Libre, à Nice Matin, à La Provence, à Var Matin, aux dernières nouvelles Alsace, à Ouest France. Ça. Parce qu'il pense bien, il est éditorialiste partout. C'est un vrai problème, ça. Déjà en 2002, Alain Duhamel avait été suspendu de France 2 pour avoir publié un livre d'entretien avec Lionel Jospin. Sur RTL, c'est Franz-Olivier Gisbert qui assurera l'intérim durant les 2 prochaines semaines. Jean-Marie Le Pen face aux Français, c'était lundi dernier sur TF1 ou encore la semaine dernière, Charlotte Chabot sur France 2. Quelque chose a changé dans la manière de le recevoir sur les plateaux de télévision. S'agit-il d'un changement d'attitude des médias à son égard? La réponse avec Marie-Laurence Rincé. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes un bon père? Est-ce que vous êtes un bon grand-père? Jean-Marie Le Pen interrogé sur ses qualités de père et de grand-père. Incontestablement, quelque chose a changé dans la façon de recevoir et d'interviewer le président du Front National sur les plateaux télé. Je suis mineur au puits numéro 2. Ouais. Là, vous avez un petit air de Jean Gabin, non? Hein, sur la droite, là, un peu. Je suis pas de très bonne humeur, il faut dire. Ah oui, parce que c'est dur, la mine. Ah non, avant, il n'était pas question de faire ça, quoi. Enfin, avant, la première personne qui faisait ça provoquait des manifestations dans les rues. Non, mais c'est vrai. Je crois que justement, ça relevait de l'interdit, quoi, de parler même, ne serait-ce que d'une manière correcte avec Le Pen. Ça relevait vraiment du tabou. Ça voulait dire qu'on était dans l'empathie. Ça voulait dire qu'il y avait une sorte de complicité intellectuelle. Donc il y avait une sorte d'obligation, quoi, à traiter Le Pen de la manière la plus virulente possible. Mais le 21 avril 2002 est passé par là et la qualification de Le Pen au second tour de la présidentielle a modifié la donne. Reste qu'entre diabolisation et empathie, les journalistes semblent parfois un peu gênés aux entournures face au candidat du FN. Il y a un vrai problème quand on est journaliste, interviewer Le Pen, parce que le rendre, être indulgent avec lui poser les mêmes questions qu'aux autres, finalement ça le rend sympa. L'agresser, c'est le victimiser et le faire monter, peut-être dans les sondages, puisque son électorat est un électorat protestataire, donc et puis il parle toujours du complot des médias qui veulent pas qu'on montre leur candidat à l'antenne. Donc il y a un vrai problème. Difficile également parfois de trouver prise dans son discours. En gros, très simplement, si aujourd'hui vous lui dites l'idée de sortir de l'Europe, l'idée de revenir au franc, de supprimer l'euro, est-ce que c'est très réaliste? Et il va vous dire, il y a 20 ans, quand je vous parlais d'immigration, d'insécurité, tout le monde disait que ce que je disais était totalement idiot, et aujourd'hui on s'aperçoit que j'ai eu raison. Enfin là, je reprends son discours. Hein. Monsieur Le Pen. Une seconde, vous voulez le Pen de 2002 qui fait peur, ou vous voulez le nouveau Jean-Marie Le Pen sans blague, antisémite et raciste? Plutôt le nouveau, alors. Si les relations entre Jean-Marie Le Pen et les médias ont évolué, c'est aussi parce que le Front National, en gardant le même programme, a remodelé son image et arrondi son discours. L'artisane de cette mutation, c'est Marine Le Pen, la fille du chef qui se partage les plateaux télé avec son père. Je pense qu'elle a une influence sur son père. Il y a d'autres filles politiques qui ont des influences sur leur père, et que comme c'est quelqu'un qui a un vrai sens politique, il a dû écouter sa fille. Et on peut ne que constater qu'il n'a pas dérapé ces derniers mois. Je ne vais pas dire que c'est l'atout charme du Front National, mais si, quoi. Elle est beaucoup plus sexy que lui, quand même. Là, je pense que je m'avance pas trop. Dans les médias, vous savez qu'une image, parfois une image vaut 1000 mots. Donc vous passez bien à l'écran, vous êtes sympa. Souvent, les gens disent ça. Elle est sympa, Marine Le Pen. Moi, j'ai entendu 10 000 fois ça. Marine Le Pen, la bonne cliente que s'arrachent les télés et les radios. En réalité, être une bonne cliente, ça veut dire faire de l'audimat, quoi. C'est ça, c'est un peu la guerre des audimats. Bon, si ça peut me permettre de faire passer les idées qui sont les miennes, j'en suis ravie. Pour le seul mois de février, alors que son père participe à 9 grandes émissions, Marine Le Pen en fera 8. Et Vincent du même coup, Bruno Gollnisch, le numéro 2 du parti, mais qui fait, il est vrai, moins recettes que le père et la fille Le Pen. Ils sont excellents en plateau, l'un et l'autre. Ils animent un plateau. Le Pen, c'est une garantie d'audience. Ça fait du monde, Le Pen, à la télé, quoi. Enfin, c'est pas sûr que si vous mettiez Gollnisch, ça fasse autant de monde, quoi. Cela fait maintenant 2 ans qu'il dirige le service des sports de France Télévisions. Et comme tous les sportifs de haut niveau, il a connu des victoires, quelques défaites et certainement des périodes de doute. Daniel Villallian, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair.
On vient de voir un sujet sur la politique, sur Jean-Marie Le Pen à la télévision. Donc je m'adresse aux journalistes présentateurs de JT que vous avez été pendant très longtemps. Comment jugez-vous cette campagne et cette nouvelle mode des émissions politiques où on mêle candidats avec question des Français, des anonymes et un peu moins de journalistes ou de journalisme? Je voudrais vous dire que j'ai animé pas mal de soirées électorales, de campagnes électorales, et celle-ci, en tant qu'animateur, en tant que journaliste politique, m'ennuierait, car servir de pot de fleurs, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Je trouve c'est très intéressant d'interroger les Français, comme vous, comme moi, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter d'une campagne telle qu'elle est organisée aujourd'hui. On a besoin de débats entre les deux principaux candidats, entre les autres candidats, peu importe. Et je vous avoue que je préfère avoir animé celle que j'ai animée que d'être obligé de subir en quelque sorte celle-ci. On va en venir au sport. Vous êtes donc patron des sports du groupe de France Télévisions. Et aujourd'hui, l'équation pour vous, qui est difficile à résoudre, c'est qu'il s'agit, parce que c'est une mission de service public, de retransmettre un maximum d'épreuves et de disciplines, de sport, avec un budget qui n'est pas extensible. Quels sont les sports obligatoires, en fait, sur Je vais vous dire, les sports obligatoires, obligatoires, c'est le football. Il y a un sport obligatoire, il s'appelle le football. Non pas parce que c'est le football, mais c'est le seul sport universel. Et c'est un sport qui est un peu l'élément de base. Je vais vous donner un exemple, je vais vous faire une image. Vous regardez des résultats de volleyball ou de pétanque dans l'équipe, mais s'il n'y a pas de football en première page, vous n'achetez pas forcément l'équipe. Donc si vous n'avez pas de football dans votre catalogue de droits sportifs, eh bien, contrairement à ce que certains pensent, les gens ne viendront pas voir le reste. Le reste est conditionné par la présence du football. Avez-vous en même temps les moyens aussi de contrer la pression des chaînes privées qui disposent d'un portefeuille ou d'un budget c'est pas tellement en termes d'argent qu'il faut raisonner, c'est que... Un petit peu quand même aujourd'hui avec le sport. Oui, non. Je vais vous donner un exemple, et c'est pas une critique. TF1 a 4 contrats de sport qui courent annuellement. 4 contrats de football, 1 contrat d'automobile. Nous avons 30 contrats qui courent annuellement, justement pour répondre à l'idée de service public. Ouais. Donc, ce n'est pas un problème d'argent globalement, c'est un problème de répartition de cet argent. Nous ne pouvons pas être monosport, on nous le reprocherait et on aurait raison de le faire. Vous avez dit, je vous cite, qu'effectivement, pour obtenir les droits de retransmission de la Coupe du Monde, il vous faudrait céder les droits du tournoi Destination, de Roland-Garros et du Tour de France conjointement. Voilà. Donc, si je deviens monosport football, eh bien, je peux acheter la Coupe du Monde. Il y a une concurrence nouvelle qui sont les groupes de télécommunications aussi. Alors, les groupes de télécommunications, en ce moment, ils sont en train d'hésiter entre rester en collaboration avec les diffuseurs traditionnels et devenir eux-mêmes des sociétés de télévision. Et est-ce que le service public a les moyens de contrer cette concurrence forte ou pas? Mais je pense que ça ne s'adresse pas qu'au service public. Oui. Je pense qu'un groupe comme France Télécom a plus de moyens même que TF1. Ça ne s'adresse pas uniquement au service public. Bon, et le service public, il est touché, bien entendu. Non, mais on est en pleine mutation. Je ne sais pas si vous existez toujours, vous, dans quelques années, cette émission de moi. Je ne sais pas si nous existerons encore. Ça, si vous me demandez, je vous dirais, je n'en sais rien. Rien. Les gens regardant la télévision à n'importe quelle heure, comment vous faites perdurer un système qui consiste à faire des émissions de flux avec un maximum de publicité à certaines heures? Ça peut complètement disparaître. Alors, autre fleuron du service public, c'est le rugby. Or, vous avez perdu la Coupe du Monde de rugby pour 2007 et 2011. C'est TF1 qui a raflé la mise. Pourquoi? Ça a été une mauvaise évaluation de votre part? TF1 a payé 80 millions, vous avez mis 70 sur la table. Il y a 2 choses sur le rugby. On a la plus belle compétition. Donc c'est le tournoi Destination. Dimanche dernier, on a fait 7,8 millions de téléspectateurs en plein après-midi. France-Irlande, magnifique. Pour la Coupe du Monde, ça a été à la fois une question d'argent. Oui, non, uniquement une question d'argent. Je veux dire, dans vous le avez sport. Mal évalué? Non, parce pas du du tout. 10 millions d'euros près. Pas du tout. Même si évidemment c'est une somme très importante en valeur absolue. Non, on n'a pas mal évalué. Nous, on a fait une proposition qui était à la fois qualitative et quantitative. On a proposé 48 matchs sur France 2 ou France 3. TF1 proposait entre 15 et 20 matchs sur TF1 et le reste sur Eurosport payant. Et les responsables de la Fédération internationale de rugby ont préféré cette offre. Évidemment, il y avait un certain nombre de millions d'euros de différence. Ces millions, on aurait pu les trouver. À l'époque, on n'a pas pu s'associer avec Canal+. Ah, il faut lancer un appel. Voilà, c'est de votre faute. Voilà, d'accord. Et on arrive à un sujet un peu plus épineux, qui est le Tour de France, autre fleuron, évidemment, sur le service public. Une épreuve entachée par quelques problèmes de dopage. On regarde tout de suite ce sujet de Marie-Laurence Rincé.
C'est l'événement auquel il est impossible d'échapper en juillet. Le Tour de France qui rassemble devant le petit écran autour de 4 millions de téléspectateurs en moyenne. Pourtant, l'été dernier, l'édition 2006 a subi une baisse d'audience. Le Tour, victime de la concurrence de la Coupe du Monde de football, mais pas seulement. Une nouvelle affaire de dopage a privé la course de ses favoris. On peut imaginer, sans l'avoir mesuré très concrètement, que les problèmes rencontrés notamment par les figures emblématiques du peloton, je pense en particulier à Jan Ullrich et à Ivan Basso, ont entamé la crédibilité sportive de l'épreuve. Résultat, 600 000 téléspectateurs en moins, une chute de 5 points de la part d'audience pour France Télévisions. Alors existe-t-il encore un intérêt à diffuser le Tour à la télé ? Oui, si l'on considère qu'il s'agit d'un petit accident de parcours et que le Tour reste un spectacle. Les gens, en fait... Ils regardent ça comme un feuilleton. Alors, il y a un peu plus d'intérêt s'il y a un Français parmi les 10 premiers, comme c'est arrivé l'année dernière. Autrement, je me souviens que le héros de juillet, qui était Armstrong, qui était un héros récurrent américain sur lequel s'était cristallisé toute une sorte de rancœur et de détestation. Moi, j'adorais ce personnage qui a complètement écrasé le vélo et qui avait des pouvoirs surnaturels. Et c'est pas pour ça qu'on savait qu'il y avait une astuce. Voilà. C'est comme une partie de Bonneto. On parie et à chaque fois, on recommence. Voilà. Du côté des annonceurs et des sponsors, le dopage n'a jusqu'ici découragé personne et on comprend pourquoi. Lors de l'affaire Festina, ils n'ont jamais vendu autant de monde que pendant le Tour de Festina, le Tour 98 où il y a eu ce tremblement de terre. Les annonceurs continuent à affluer. C'est 3 semaines d'exposition médiatique extraordinaire. C'est une forme de pub gratuite, toujours est-il. Quel que soit le contexte. J'allais dire, c'est pas leur problème. Ça pourrait pourtant devenir l'affaire des sponsors si les scandales continuaient d'émerger. Si le problème de dopage devait perdurer, on peut imaginer que les marques seraient de plus en plus réticentes à financer directement des équipes cyclistes professionnelles ou à s'associer au développement et à l'animation des grands événements cyclistes. Et du coup, pour rendre le Tour plus transparent, certains réclament un traitement différent et notamment une meilleure information des téléspectateurs. Au moins de donner des clés aux téléspectateurs ou aux spectateurs, enfin, dans le cas téléspectateurs, des clés pour qu'ils comprennent ce qu'il se passe sous ses yeux, lui donner tout l'éclairage informatif possible. En parlant du dopage. Alors, notamment en parlant du dopage, oui. En attendant, pour redonner des couleurs à l'épreuve, Fabien Antoniente, le réalisateur de Jet Set, sera associé au prochain Tour et réalisera chaque jour un film de 5 minutes sur les à-côtés de la compétition. Alors, on l'a vu, problème de dopage, des annonceurs qui s'interrogent pour savoir s'ils doivent s'associer à cette grande épreuve sportive. Est-ce que vous ne pourriez pas envoyer un signal fort et dire on ne retransmet pas le Tour de France ? Ah, ça, sûrement pas. Je vais vous expliquer pourquoi. En ce qui concerne notre relation avec ASO, le groupe Amaury Sport, qui détient les droits du Tour de France, ce sont eux qui font le travail. J'allais dire de nettoyage, par exemple, du dopage. C'est eux qui ont fait les efforts. C'est pas bien nettoyé quand même, parce que... Oui, enfin l'année dernière, ils ont quand même renvoyé avant le départ. Ils ont envoyé la ligne. Attendez, vous avez une épreuve et vous renvoyez les 6 prétendants au podium avant le Tour de France. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas demander plus. Mais en même temps, vous, est-ce que vous n'êtes pas complice de ce Là, je vais vous dire, s'il y a dans le concert du cyclisme, s'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'il y ait du dopage, c'est bien nous. Pourquoi ? Je vais vous dire, moi, qu'on monte l'Alpe d'Huez à 24 km/h, à 18 km/h, c'est le combat qui m'intéresse. Donc je m'en fiche pas mal de savoir si les gens... Vous savez bien que les commentaires se disent il est à 24 km/h, c'est extraordinaire. Pourquoi voulez-vous que je veuille que les coureurs, les champions qui fassent le Tour de France soient dopés ? Parce que qu'est-ce que ça fait ? Ça fait les questions que vous me posez aujourd'hui, ça me fait du tort. Oui. Donc je préférerais que les gens soient nickel chrome, honnêtement. Vous ne perdez pas, vous, en crédit en tant que diffuseur ? Si, bien sûr, oui, bien sûr. Là, on a reçu une étude récemment, les gens... font confiance encore au Tour de France parce que pour eux c'est à la fois du sport mais aussi la visite de la France à travers ses églises, ses petites routes, etc. C'est une carte postale. En même temps les gens sont contradictoires. Ils comprennent, c'est le dernier sport des damnés de la Terre. Ils comprennent que pour monter ces montagnes-là, il faut peut-être ne pas être... pas tout à fait dire ça parce qu'il faut... Non mais je vous dis ce que pense le public. Ouais. Ils sont à la fois... Vous voulez dire qu'ils ont une indulgence pour le dopage en se disant c'est tellement dur ? Ils sont très critiques et en même temps une certaine forme d'indulgence dans le cyclisme parce qu'ils considèrent que c'est un sport de damnés de la Terre. C'est très curieux l'attitude des gens. Elle est un peu notre attitude à nous tous, hein, parce que... c'est justement, c'est ça qui rend peut-être complice du dopage et qui l'incite. En tout cas, je peux vous dire que moi je préférerais sincèrement que l'année qui vient, par exemple, personne ne soit dopé et je me fiche de savoir si on roule vite ou moins vite. Pour moi, ça revient exactement au même.
en tant que c'est important diffuseur. de le dire Oui. à ceux qui préparent l'épreuve. Moi, je souhaite qu'il n'y ait personne de dopé, parce que l'année dernière, on a quand même atteint le pompon avec 6 personnes au tapis et celui qui gagne, qui ne va guère mieux. Bon, mais je vous sens pas très indigné quand même par ces problèmes de dopage. Un peu consensuel. Je veux vous dire, je me méfie des grands principes. Essayons de régler les problèmes les uns derrière l'autre. Les grands principes, moi, je me méfie un petit peu. Alors, avant de conclure, il semblerait que vous ayez été sollicité par la rédaction du Parisien aujourd'hui pour reprendre le journal. Alors, pourquoi ça vous fait rire? Je l'attendais pas, celle-là. Ça veut dire que c'est vrai. Mais c'est vrai, j'ai été contacté par la société Amaury, par l'intermédiaire d'un chasseur de tête. On a débattu, puis finalement ça s'est pas fait. Le remplacement du précédent directeur général adjoint a été choisi à l'intérieur du groupe d'une certaine façon, même s'il était parti pendant 1 an. Donc je pense qu'il y a une solution intérieure qui a été préférée à une solution extérieure. Mais bon, dont acte, ça ne s'est pas fait, c'est pas dramatique. D'accord. Et l'aventure sur iTélé, on vous l'a proposée aussi au printemps dernier. Là, c'était l'été dernier. Là, c'était différent. On a choisi. Là aussi, on a choisi quelqu'un de. Là, je pense qu'on a choisi quelqu'un de plus jeune que moi. D'accord. Très bien. Très honnête. Merci, Daniel Bilalian. Une dernière question avant de vous quitter. Est-ce que vous regardez les séries américaines à la télé et ça m'arrive. Laquelle aimez-vous particulièrement? Moi, j'ai beaucoup aimé Prison Break. Franchement, j'ai trouvé ça du tonnerre. Ok, merci Daniel Bilalian. En tout cas, vous regarderez probablement Heroes, qui est la série américaine aux États-Unis qui fait un carton. Cette semaine, son producteur et créateur Tim Kring était à Paris. L'occasion d'une rencontre avec 2 jeunes scénaristes français avides de connaître les recettes d'un succès. Julien Dugast. Lui, c'est Tim Kring. Il a créé l'événement à la télévision américaine cette année avec cette série, Heroes, suivie en moyenne par 12 millions de fans par semaine sur NBC. Lui, c'est Cédric Salmon et lui, c'est Frédéric Asmar. Ils développent en ce moment 2 séries qu'ils ont conçues, l'une pour France 3, l'autre pour M6. Évidemment, les Américains ont beaucoup à nous apprendre en matière de séries. Du coup, allez hop, masterclass d'un producteur-créateur chevronné à 2 jeunes scénaristes Frenchies. Sometimes I look in the mirror and I'm not sure it's me that I'm seeing. La plupart du temps, je suis dans la salle d'écriture. Je fais beaucoup de réécriture, mais je passe aussi beaucoup de temps en salle de montage, avec le monteur à travailler sur le produit final. Mais malheureusement, il y a tellement de choses à faire, j'utiliserais mal mon temps si je le passais sur le tournage. Parce que la série doit être écrite chaque semaine. Et comme on dit, il faut nourrir le monstre. On doit nourrir le monstre chaque semaine, sinon il mourra. Whoa, whoa. Easy, buddy. You're in a hospital. What happened? La structure d'un épisode n'est pas définitive tant que l'on n'est pas sorti de la salle de montage. Parfois, en montage, on prend une scène supposée être dans la 5e partie pour la mettre dans la première. On en prend une de la 3e partie pour la mettre dans la 5e. Parce qu'il y a plusieurs histoires, parfois 5 dans un même épisode. Et la plupart d'entre elles sont interchangeables. Here's my advice, if you'll indulge me. Just keep things light and fun as long as you can. Dans une série, les histoires s'achèvent très rapidement. Et si on sait où on veut aller, on risque d'arriver trop vite à la fin. Chaque jour, nous regardons les images tournées la veille. Et en les voyant, on peut s'apercevoir que 2 personnages vont bien ensemble. Alors on se dit, associons-les et voyons ce que ça donne. C'était surtout très frustrant. On aurait bien aimé poser plus de questions, rester 3 heures avec lui, mais bon, c'est super intéressant. C'est quelqu'un qui est vraiment qui a l'air très simple et puis qui est très posé et qui explique bien. On a vraiment appris pas mal de choses quand même. Bonjour
Bonjour Julien. Bonjour. On se retrouve pour de nouvelles indiscrétions dans le PAF. France 4 aime le direct. France 4 a décidé de vous offrir une fois par mois un spectacle en direct le 22 février à 20h40. Rendez-vous avec les Chevaliers du Fiel, mais surtout, le 19 mars prochain, Anne-Gaëlle Riccio est de retour sur France Télévisions en direct, s'il vous plaît. Elle sera accompagnée de Cyril Hanouna pour animer Rire contre le racisme. Pour sa 4e édition, cet événement organisé par les étudiants juifs de France et SOS Racisme met le paquet. Élise Moon, Michel Boujna, Florence Foresti, Patrick Bruel, ils seront tous là à Bercy. Dépêchez-vous, il reste encore des places. Et maintenant, qui est le plus mauvais conducteur belge? C'est une bonne blague belge, j'ai bientôt la réponse. Mardi soir sur la RTBF, la Belgique découvrira un nouveau programme qui fait déjà polémique. Il n'y a pas pire conducteur. L'idée, tout est dans le titre, choisir, trouver le plus mauvais conducteur de tout le plat pays. Le tout avec un jury style Nouvelle Star composé de professionnels de la route. Apparemment, les candidats ont été trouvés facilement par le bouche à oreille. Cette Rail TV n'est pas un format original et a déjà existé en Angleterre en 2003 et en Suisse en 2005. Et juste histoire de vous donner des sujets de conversation en soirée, tout de suite, l'extrait de cette émission suisse. Vous voyez cet aquarium ici? À chaque mouvement brusque du conducteur, l'eau s'écoulera par ces tuyaux et se déversera dans l'habitacle, sur ses occupants bien entendu. À gauche, et ensuite, voilà. Oh, merde! Ouf! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Bon, on passe. Ah! Oh Dieu! Ah! Et puis là, qu'est-ce que je fais? C'est un cauchemar. Et pour ceux qui pensent déjà à 2-3 potes qu'ils aimeraient inscrire sur une émission française, Il n'y a pas pire conducteur n'est apparemment pas prêt d'arriver en France. La sécurité routière n'est pas tellement pour. Eh bien, merci Julien Dugast. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et tout de suite, le bloc-notes d'Éric Tussard. Deuxième numéro, j'ai une question à vous poser lundi soir sur TF1 avec 4 candidats qui se disent habituellement tenus au silence dans les médias. Eh bien, une fois encore, on leur a dit... La ferme. FBI porté disparu sur France 2 a battu l'émission politique de la Une, suivie par 6 400 000 téléspectateurs, soit 1,8 million de moins que pour le premier numéro la semaine dernière avec... Nicolas Charchogis. Il l'énerve tellement qu'il n'arrive même plus à prononcer son nom. Charchogis. Jean-Marie Le Pen a la peine aussi avec le déroulement de l'émission. On s'arrête juste 1 minute 30 et on se retrouve dans quelques instants. D'accord. On fait quoi pendant 1 minute 30? La publicité. Autre invité désorienté, Philippe de Villiers. Par là ou par là? Qui, en plus de nous laisser entrevoir quel pourrait être son hymne de campagne, Oh chérie, chérie. Oh chérie, chérie. nous a prouvé à 15 reprises qu'il sait au moins compter jusqu'à 3. Première manière, deuxième chose. Et troisièmement, deuxième manière, la première manière, la deuxième chose. Et troisièmement, et troisième chose. Également sur le plateau de PPDA lundi, Olivier Besancenot, chef de file de la LCR. La Ligue du concrètement répétitif. Pour être concret, voici 10 preuves. Concrètement, parce que ça règle aussi des problèmes de violence. Très concrètement, je suis pour accentuer le système de bourse. Mais concrètement, dans le cadre de cette campagne, donc concrètement, très concret. Je vais prendre un dernier exemple très concret. Quant à Marie-Georges Buffet, 4e invitée, elle s'est montrée sous un jour très contrasté. Très cool avec Patrick, qu'elle a tutoyé comme un pote. Vous avez le droit. Retournez-vous. Elle s'est en revanche montrée extrêmement stricte au niveau de la morale. Apparemment, elle veut bannir le X et les queues. Extraordinaire, extraordinaire. Est-ce que l'entreprise pense aux dividendes des actionnaires, y compris l'interdiction de ces inaccessibles, qui ont un travail extrêmement dur. 13 expressions à la prononciation inacceptable. À l'avenir, faut que ce soit moins accentué. Je crois que c'est extrêmement important. Encore un bon score pour Incroyable mais vrai lundi soir sur TF1, et ce malgré de graves lacunes côté texte. Qu'il fait son jardinage tout nu. Des images au poil. Et côté sujet, car cette semaine il y a eu bien plus d'Incroyable mais vrai sur d'autres chaînes. Et d'abord sur France 24 avec cette journaliste. D'un genre un peu spécial. Car elle se prend pour Daisy, imitant sans cesse son jeu de regard. Elle papillonne même des yeux encore plus vite qu'elle. En 10 minutes, cette accélération des paupières à une vitesse moyenne de 202 clignements d'yeux par minute. Et ça force l'admiration quand même. Mais ce n'est pas encore aussi incroyable mais vrai que ce que fait une autre journaliste, Françoise Laborde. Un personnage hors du commun. Elle vient du pays de Oui Oui. Ouais. 13 oui pendant les 7 dernières minutes de son journal. Mercredi, c'est un peu léger. L'invité aurait aimé que vous lui manifestiez encore plus votre intérêt.
L'invasion biologique, normalement, on peut la définir comme le fait d'une espèce qui va sortir de son aire de répartition. On parle beaucoup du phénomène la tortue Christophe Willem. Mais cette semaine, c'est une autre tortue qui a créé l'événement. Bernadette Chirac, celle que l'on surnomme désormais là. Vu qu'elle a éclaté la concurrence niveau audience dimanche dernier chez Michel Drucker, Vivement dimanche prochain a même battu 7 à 8. 6 400 000 téléspectateurs, meilleure audience en 8 ans d'existence pour cette émission bourrée de révélations. C'est très bon, une bonne omelette. Avec qui plus est une interview du chef de l'État, Jacques Chirac nous a tout dit de son épouse de A à Z, avec comme d'hab une nette préférence pour le... Il est très bon dans le... mais il n'est plus le meilleur. C'est comme ça. L'acteur Jean-François Balmer fait nettement mieux, car lui, les œufs, il les sert 2 par 2, voire plus. La preuve par 13 chez Patrick Sébastien. Après plusieurs semaines d'audience en baisse, M6 se doutait bien que la finale de l'inventeur de l'année ne ferait pas un super score. Mais à ce point-là... Je m'attendais pas exactement à ça quand même. 2 900 000 téléspectateurs seulement ont assisté à la victoire de Raymond, inventeur d'un barbecue vertical, qui a même eu droit à son spot de pub conçu par des publicitaires qui, eux, n'ont pas inventé la honte. On sort les saucissons, on se tape sur les cuisses. Un barbecue pourquoi pas, mais Rachida Dati, porte-parole de Nicolas Sarkozy, aurait préféré, elle, que quelqu'un invente un micro-culbuto qui ne tombe pas. Aussi bien ceux qui souffrent, on les traite. Oui. Une petite maladresse, ça arrive à tout le monde, mais 2 d'affilée. C'est le petit pour eux. Un nouveau couple pour la Saint-Valentin mercredi soir sur France 2, Olivier Mine et une novice en télé, Virginie Guillaume. Nous sommes très unis ce soir. Ah ça oui, ils sont soutenus, se rappelant sans cesse mutuellement leurs prénoms respectifs. Merci Olivier. Ma chère Virginie. Merci Olivier. Virginie, elle. Oui, mon cher Olivier. Non, Olivier. Olivier. Bah oui, Olivier. Virginie. Olivier. Merci Virginie. Ils nous ont fait ça 22 fois, c'était limite pénible. Ah non mais on fait dans le lourd. Un amour de score pour cette spéciale Saint-Valentin qui s'est classée 2e des audiences. 4 700 000 téléspectateurs pour cette émission en direct. Quoique. C'est vrai que cette prestation de Tina Arena... Je n'ai connu que l'histoire d'amour au fil de ma vie. Elle nous a vaguement rappelé son passage dans le Symphonic Show de Daniela Lombroso il y a 1 an. Je n'ai connu que l'histoire d'amour au fil de ma vie. Une petite rediff, ça ne fait pas de mal. 2 non plus d'ailleurs. Ils ont fait la même chose avec le duo Johnny Chimène, en enlevant cela dit à chaque fois le logo en direct. Mais ils auraient pu le laisser si c'était pour dire ça derrière. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à Johnny, merci à Chimène. Il vient de nous offrir un magnifique duo. Merci Tina. Merci d'avoir été là pour cette belle Saint-Valentin. Juste après la pub et le zapping, on refait la déco dans plus clair avec Valérie Damido. À tout de suite. Plus clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. Ils sont 4, ils sont musulmans, ils traversent les États-Unis pour une émission de télé-réalité en 12 épisodes, produite par des Américains. Seulement leur périple n'est pas diffusé sur les chaînes américaines, mais au Moyen-Orient, sur NBC, histoire de montrer à quel point c'est sympa les États-Unis quand on est saoudien, libanais, égyptien ou palestinien. Quand la télé-réalité vient au secours de la diplomatie, c'est sur le réseau de télévision satellite arabe MBC que ça se passe. What is this game all about? I don't know what I'm doing here, but this is my location. Pendant 12 semaines, 3 étudiants originaires du Moyen-Orient partent sillonner les routes américaines. Un choc des cultures avec un seul but avoué, redorer le blason des États-Unis dans les différents pays du Moyen-Orient. We see the stuff on TV that makes us believe that there is a war, and there isn't. There isn't a war. This is a war between politicians, people in suits in their offices, not with us people. Les héros du programme, 3 étudiants, un Saoudien, un Jordanien et un Égyptien. À leur côté, Lara, assistante de production originaire, elle, de Palestine. Are you a dangerous person? Yeah, I'm a terrorist. I'm an Arab. I'm Palestinian. L'Amérique cherche à casser son image auprès des jeunes Arabes, mais la confrontation sera parfois détonnante. The coverage of what's happening in the Middle East is very, very, very shameful in this country, actually. What do you think of that? Have you ever followed the news of what's happening?
Pour mettre en place ce programme propagande, la société de production a fait appel à de nombreux conseillers, parmi lesquels George Bush Senior et Henry Kissinger, anciens secrétaires d'État américains. Mais pour les candidats, l'immersion est parfois difficile. You have the technology, you have everything, you have a chance to make money more than in my country, but in the same time, home is home, yeah. If you go everywhere. Via le réseau MBC, On the Road in America peut potentiellement toucher plus de 150 millions de personnes dans les pays arabes. La société de production cherche à présent un distributeur sur le territoire américain. Pour 2 000 €, elle refait chez vous la déco et en prime assure à M6 des audiences records. C'est le succès inattendu de l'année. Valérie Damido, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur le plateau de Plus Clair. C'est votre première fois en fait à Plus Clair parce que vous avez un succès fulgurant. Oui, fulgurant, c'est le cas. Ouais. L'émission a démarré en avril 2006 et puis aujourd'hui, tout le monde vous connaît. Mais on ne vous connaît pas vraiment. Alors, première question, qui est Valérie Damido? Vous avez travaillé dans la presse écrite, vous avez travaillé également sur le Loft, sur la Star Academy. Et à l'époque, ce n'était pas pour refaire la déco des émissions. Non, c'était pas pour faire la déco. Sur la Starac, j'étais journaliste. Je faisais un petit peu aussi la nounou des gamins. Et donc, non, je m'occupais d'eux, je montais les émissions. Enfin voilà, le boulot de journaliste classique. Sur le Love, j'ai fait juste le casting du 2 et j'ai fait surtout exclusif avant. Comment vous vous situez parmi les animatrices de M6? Parce qu'on voit, il y a Estelle Denis, Mélissa Theriault, il y a un certain nombre de jeunes femmes. Comment vous vous situez vous-même? Un certain nombre de bombes. Je sais pas, j'en sais rien en fait. Je suis la dame de la déco de la 6, sûrement, je sais pas. Je me positionne pas vraiment, moi. Je suis pas, moi j'aime bien Mélissa, j'aime bien Estelle, j'aime bien Alexandra Sublet aussi, qui est vachement sympa. Il y a une bonne équipe quand même de femmes à M6. Mais vous n'êtes pas dans les critères des animatrices telles qu'on les Ah non, je suis pas une taille 34-36, ouais. Je ne suis pas roulée comme Mélissa ou Alexandra. Non, je sais pas. Je pense que justement c'est peut-être ça aussi qu'ils voulaient. Ils voulaient avant tout quelqu'un qui aime vachement ça, qui aime les gens, qui aime... moi j'aime bien. À la base je suis journaliste, j'aime rencontrer les gens, les interviewer, leur parler. Je pense que c'était ça le critère. Ça installe une forme de convivialité avec le public, vous pensez? Oui, vraiment. Je pense que les gens se sentent à l'aise aussi parce qu'ils viennent voir l'émission. Ils n'ont pas l'impression qu'on leur donne des cours. Ils n'ont pas l'impression qu'on est là pour leur dire c'est moche, faites comme ça. On donne pas d'ordre. On est là, on passe un bon moment. On apprend des trucs en s'amusant. Donc je pense que c'est ça aussi le but. Le premier pari, c'était 13h10 le samedi, en avril dernier. Et donc, vous avez été surprise vous-même par ce succès qui est venu très vite? Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai dit, je suis vachement contente parce que c'est une émission qui demande beaucoup d'énergie et c'est un vrai travail d'équipe et tout le monde bosse dur. Donc c'est vachement gratifiant pour les équipes et pour nous. Mais moi, je m'y attendais pas du tout. Je me suis pas dit ton émission va cartonner. Mais non, personne ne peut savoir ça. J'étais vachement contente. Alors un art que vous proposez aussi en prime time. Il y en a eu 3 déjà. Premier prime, succès. Plus 5 millions de téléspectateurs, 5,3 millions précisément. Et donc on vous a reconduit. Et puis émission qui se situe aujourd'hui à 18h50 le dimanche, en face de 7 à 8. Et vous êtes la femme qui fait trembler TF1. Mon Dieu, quelle pression! La femme qui fait trembler TF1, c'est... je sais pas si je fais trembler TF1, en tout cas, notre émission, elle fonctionne. Moi, je suis hyper contente. Je l'ai déjà dit, c'est parce que c'est vraiment une émission... qui demande vachement de travail, donc c'est bien. Vous avez piqué quelques ménagères à TF1. La ménagère, je déteste ce nom. C'est-à-dire que pour moi, je trouve ça, piquer de la ménagère. C'est horrible, ça, la ménagère, ça veut dire quoi en plus? Mais le jour où vous avez battu 7 à 8, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un coup de fil de Nicolas Taverneau qui vous a dit félicitations. Non, j'ai pas eu de coup de fil de Nicolas Taverneau. Un petit peu de champagne? Entre nous, on a fait du champagne. Non, mais on a eu des textos de la chaîne, ils étaient vachement contents, mais c'est normal. C'était un vrai pari pour eux aussi. Vraiment, c'était pas gagné. Lorsque vous avez démarré, vous aviez signé pour combien d'émissions? Une vingtaine. Déjà? Oui, mais je pense que M6, à l'inverse de TF1, même s'ils ont comme toutes les chaînes de télévision aujourd'hui, même canal, regardent et ont un œil sur l'audience et l'audimat, M6 mise sur l'avenir, parie sur les gens. C'est pas pareil. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'on va pas faire 2 émissions de déco. Quel intérêt? 2 hebdos de déco. Je pense qu'ils avaient envie aussi d'installer un peu le truc pour voir comment ça fonctionnait. Est-ce que d'autres chaînes ont eu envie de parier sur vous? Avez-vous déjà été contacté éventuellement par TF1 qui voyait cette concurrence? Non, je n'ai pas encore eu de coup de fil d'Étienne Moujotte et Patrick Lelay, non. Puis en plus, ça me... De France Télévisions non plus? Non plus. Non, mais je suis très bien où je suis. 20h50 mardi prochain, donc un prime. Vous aurez en face de vous les experts sur TF1 et ça se discute sur France 2, c'est la grosse artillerie. Vous êtes sereine ou inquiète? Et de toute façon, combien même. Moi, je suis toujours zen, je suis toujours cool.
qu'est-ce que tu peux y faire? C'est un peu... ils ont mis les experts, mais en même temps, je suis vachement fière. Les experts contre moi, ça se discute, bon ben voilà, en plus c'est un thème vachement fort. Moi, et même si je m'angoissais, je vais pas me faire un ulcère, c'est que de la télé. Merci Valérie Damido d'avoir été notre invitée. On vous retrouve mardi donc en prime sur M6 et le 3 mars dans Plus Clair, puisque vous nous avez ouvert vos portes dans le cadre d'une émission spéciale qu'on va proposer donc le 3 mars prochain. Et puis maintenant, avec Marc Derriant, tout ce qu'il ne fallait surtout pas manquer cette semaine sur le net. Nicolas Sarkozy à l'oreille qui siffle. Le week-end dernier, le web s'est agité après la publication d'une vidéo voulant démontrer que Sarko portait une oreillette lors de l'émission de TF1 « J'ai une question à vous poser ». Riposte, contre-riposte, tout le monde s'en mêle, les médias aussi. On n'aura jamais vu les oreilles de Sarkozy d'aussi près. Encore un peu plus près, merci. Bon bah apparemment, il n'y a rien. Mais de son côté, Loïc Lemeur, conseiller internet de Sarkozy, mène l'enquête. Conclusion de l'inspecteur Lemeur, l'initiateur de la vidéo Dynamite est un soutien de Ségolène Royal. Démenti immédiat du PS, ça n'en finit plus. Heureusement, une chose paraît acquise, Nicolas Sarkozy ne semble pas avoir de poils aux oreilles. Les GI postés en Irak imitent les mafieux des Sopranos. En attendant l'ultime saison de la série culte, ils ont tourné leur propre version du générique avec des images de paysages irakiens. Le résultat est à la fois spectaculaire et effarant. Sur France 2, le journal de 20h commence désormais à 18h. Bonjour à tous, bienvenue sur France2.fr. Depuis lundi, David Pujadas présente sur Internet les titres du JT grâce à une webcam installée dans son bureau. Et en prime, on a le droit à de super coulisses. Je vous présente Philippine. Bonjour. Mon assistante. Une initiative personnelle de David Pujadas. Il serait pas un peu jaloux du succès du site de Jean-Pierre Pernaut? C'est de la rumeur, on rentre pas là-dedans. Voilà, c'est la fin de Plus Clair. La télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h40 en clair. Dans un instant, l'hebdo cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end.